Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Paraco. Nasuba, le package matinal. Radio Bénin mettant de Parakou, déjà 6 heures passées de 35 minutes chez nous. Marouane Sabizengi à la partie technique. Moi, c'est Prince Ernest Agbota avec la complicité informatique de Herman Botonou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nasuba qui démarre tout de suite avec la rubrique Opinion. Bien avant, vous devez sortir ce matin. Tenez compte aussi de la météo parce que à Parakou, il fait 23 degrés Celsius ce matin, ciel partiellement couvert avec des risques de pluie dans la journée. Température maximale, c'est 32 degrés. Kandi, ciel partiellement couvert, température maximale 33 degrés Celsius, température minimale 23 degrés Celsius avec des risques de pluie. Natitengu, orage isolé. Température maximale 31 degrés Celsius, température minimale 22 degrés Celsius. Boycon, 30 degrés avec des pluies éparses, bien entendu, des orages épars. Eh bien, la température minimale est de 23 degrés. Cotonou, si vous devez voyager sur Cotonou, allez, comprenez que c'est 28 degrés là-bas avec des orages épars aujourd'hui. Et puis une température minimale de 22 degrés Celsius. Nous célébrons ce 7 octobre, mesdames et messieurs, les Saint-Serge. Bon anniversaire et bonne fête à tous les Serges et sans oublier tous les natifs de ce jour. Bienvenue à chacun et à tous sur Nasuba. La rubrique Opinion, c'est tout de suite et maintenant avec le numéro 96 21 50 40. Opinion. Opinion, le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion. Le débat citoyen sur Radio Paraco. Opinion, bonjour à chacun et à tous. Et nous avons déjà le tout premier appelant au bout du fil. Bonjour. Bonjour, cher ami. Toujours, vous êtes le premier à nous appeler. Monsieur Djinadou, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? On n'a pas le courant, Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, tout ira très bien. Merci de nous revenir ou bien vous avez déjà votre point de vue? Non, je n'ai pas le feu de jour. Allô? Oui, allô? On n'a pas le sujet du jour là. Vous n'avez pas le sujet du jour? Oui. Je vous le rappelle tout à l'heure. D'ailleurs, à tout le monde, merci de nous revenir. Merci de nous revenir. Merci de nous revenir.
Comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent les parents d'élèves et écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? La sécurité sur les routes menant vers les lieux d'apprentissage, c'est le sujet que vous propose ce mercredi 7 octobre 2020, la rubrique Opinion de votre émission Nasouba. Composez le 96 21 50 40 à partir de 6h35 pour intervenir. Suivez également Nasouba en direct sur notre page YouTube ORTB Radio Parakou. Voilà, chez vous, vous n'avez pas le courant, mais nous avons aussi quelques années de connexion, mais tout rentrera dans l'ordre dans quelques instants parce que les informaticiens, les techniciens sont à pied d'œuvre pour que tout aille bien. Opinion, comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent des familles, des élèves et écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? Appelez juste le 96 21 50 40, 96 21 50 40. Et je vous rappelle encore le sujet, comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation, bien entendu, qui endeuillent et meurtrissent des familles, des élèves et des écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin. 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, cher ami. Votre nom? Garba Alassane depuis Kandi Nasouba. Garba Alassane, est-ce que vous nous recevez à Kandi? Oui, nous vous recevons, seulement qu'il y a parfois des tâtonnements au niveau. Ça, c'est parti côté technique. C'est ça. Oui. D'accord, bon, ça doit aller. Ça doit aller. Par rapport au sujet du jour. Au sujet du jour, moi, franchement, dans la commune de Kandi, par rapport à la circulation, c'est Dieu qui nous sauve. Si je dis que c'est Dieu qui nous sauve, c'est que c'est Dieu qui nous protège. Et pourquoi cela? Parce que quand vous prenez, par exemple, vous connaissez très bien le CGN de Kandi. Naturellement. Quand les élèves sortent à 19h ou à midi, quand vous voyez le côté qu'ils prennent, je me demande quel enseignement les enseignants les donnent à l'école. Et avec le déguerpissement, je me demande, ils sont tout au long du goudron, de la voie inter-État, alors qu'il y a eu casse. Il y a eu des déguerpissement, donc ils pouvaient quand même pas s'approcher du goudron. Mais on voit que leur jeunesse, c'est sur le goudron, donc c'est Dieu qui nous sauve. Et ce qu'on nous a moralisé au niveau de la circulation depuis le CE, je crois bien, je ne sais pas actuellement en quelle classe cette leçon-là, au niveau aux élèves, mais je sais que c'est aussi qu'on nous a donné la leçon de la circulation et au niveau sur les voies. Mais je dis, franchement, Dieu nous sauve à Kandi. Et souvent même, c'est les camions, les véhicules qui sentent les piétons. Je me demande dans quelle ville nous sommes. Donc par rapport à ça, il faudrait quand même que cette manière de vivre comme des... Excusez-moi, ici de Kandi 100%. De vivre comme des animaux, il faut qu'on évite ça. Parce que Dieu sera fatigué un jour de nous et va nous lâcher. Donc pour cela, il faudrait quand même que les enseignants nous aident à mieux éduquer les élèves, les écoliers. Parce qu'ils ne veulent pas toujours nous envoyer des gens pour nous protéger. Un jour, il sera fatigué, il va dire, la ville de Kandi, je vais les laisser. La circulation médiocre. Médiocre. Franchement. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut même dire. Médiocre. Non, il ne faudrait pas qu'on soit comme des lingots. Non, c'est pitoyable. Je me demande, quand je quitte le matin ou bien quand je quitte Garba Alassane, le soir, oui. C'est assez fort. Merci de nous revenir. Okay, pas de souci. À tout à l'heure. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, le sujet est très très préoccupant. Comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent des familles, des élèves et écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? Allez, vous pouvez opiner au 96 21 50 40. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Adam Abdelaziz depuis Tchatchoua. Adam Abdelaziz depuis Tchatchoua. Adam Abdelaziz, bonjour. Oui, bonjour. Je vous écoute. Oui, par rapport à ce sujet. Oui. Les enseignants qui vont nous aider à ce niveau. Parce que les élèves sortent de l'école. Qui peut nous aider, vous dites?
Je dis que les enseignants qui peuvent nous aider pour ce sujet. On ne vous reçoit pas bien. Les enseignants ou bien qui? 96 21 50 40, 96 21 50 40. Mesdames et messieurs, comment peut-on, bien entendu, éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent des élèves, des familles, des écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? Appelez-nous au 96 21 50 40. Bonjour. Bonjour, Ali Parakou. Bonjour, cher ami, votre nom? Azizou Togodia, depuis Kandi. Monsieur Aziz, depuis Kandi, je vous écoute. Bon, d'accord. Je trouve ça le sujet du jour parce que moi, je suis très fier de ce sujet. Ah bon? Parce que quand on voit chaque année le nombre d'écoliers, d'élèves qui sont abattus sur la voie, c'est très inquiétant. Or, la plupart, quand vous voyez les élèves, les écoliers qui sont abattus, parfois, ces écoliers, ces élèves sont sur leur priorité à gauche qui m'a été enseignée dans l'école maternelle depuis les années 80, 87, ça a été à gauche. La plupart, parce que je me rappelais, là, je suis là, 2 ans, on a perdu 3 élèves qui sont sur leur priorité. La plupart, beaucoup de ces cas, ces élèves innocents, ces écoliers innocents, sont souvent sous les priorités. Mais comment se fait que nous passons par des auto-écoles? Comment se fait que nous disons, il y a des panneaux de signalisation. Le grand qui a fabriqué la moto, le véhicule, à des kilomètres dans l'agglomération que nous devons respecter. Mais nous ne faisons pas ça. Et c'est là que moi, j'aimerais demander... Mais pourquoi, selon vous, ne respectons pas le code de la route? C'est une violence des conducteurs et de nous aussi, les usagers. Alors, selon vous, que peut-on faire pour éviter... Oui. Si quand même, à des moments, la police pouvait quand même sortir avec des radars, sortir pour cette façon, chaque moment, il y a le temps de sécurité routier de la commune de la Librairie qui sortent pour sensibiliser la population, pour sensibiliser les usagers. Mais c'est compliqué quand on voit la manière dont nous circulons, M. Journaliste. C'est très précaire. Et encore, ces élèves aussi ne connaissent pas la priorité. Il faudra que là aussi, qu'on les enseigne. Parce que nos programmes, c'est pas nos programmes, c'est des violences qui nous rend des tâches difficiles. Là aussi, c'est les problèmes que nous avons. Il faudra que là maintenant, on peut quand même, au moins une fois par semaine, les rééduquer, ou bien les enseigner aussi aux usagers, aux conducteurs aussi, que quand tu es dans une agglomération, tu as des limites de conduite. Et ça. Bon, je vous remercie. Merci. À tout moment, vous pouvez nous revenir. 96 21 50 40, 96 21 50 40. Comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent les parents d'élèves et écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? La sécurité sur les routes menant vers les lieux d'apprentissage, c'est le sujet que vous propose ce mercredi 7 octobre 2020, la rubrique Opinion de votre émission Nasouba. Composez le 96 21 50 40 à partir de 6h35 pour intervenir. Suivez également Nasouba en direct. 96 21 50 40, donc bonjour. Radio Oui, bonjour monsieur. Vous êtes en direct, votre nom? C'est Yodoma Ahmed. On vous appelle Yodoma Ahmed. Ahmed. Vous nous appelez d'où, Yodoma Ahmed? Vous êtes à Ganou, ici à Parakou, et vous voulez opiner sur Nasouba. Il est parti aussitôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Seul Dieu le sait, hein? Avec les problèmes des GSM. Nous allons même parler de ces problèmes-là sur Nasouba ce matin, mesdames et messieurs. Vous avez de quoi rester très proche de vos postes récepteurs parce que le meilleur sur Nasouba reste à venir. Eh bien, nous avons un autre appelant, un autre auditeur qui s'installe. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Ah. Vous êtes sur Radio Parakou, vous vous êtes trompé de numéro ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Marouane, il y a des intrus qui s'invitent
sur Nassouba là. Alors, mais c'est pas grave, c'est aussi intéressant. C'est intéressant. Si c'est pour la bonne cause, c'est bon, mais si c'est pour autre chose, c'est pas bon. 96 21 50 40 pour opiner sur Nassouba ce matin, mesdames et messieurs. Le sujet est bien connu de chacun et de tous. Si vous venez de nous capter, alors je vous dis tout simplement comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent des familles, des élèves et écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin, notamment dans le nord que nous couvrons, Kandi, Parakou, Natitengu, Djougou. Comment ça se passe, mesdames et messieurs? Nous avons quelqu'un qui est certainement de retour. Bonjour. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Il est parti aussi. La pensée du jour est la suivante. Mesdames et messieurs, patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Bonne méditation à chacun et à tous. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Vous voulez certainement opiner sur Nassouba, votre nom? Oui, c'est M. Gounou Abdoulaye depuis Pessou. Monsieur Gounou Abdoulaye. Oui. Alors, je suis heureux de vous retrouver sur cette tranche d'animation et je vous écoute avec plaisir, comme tous les auditeurs qui sont chez eux. Merci bien. Okay. Il y a un adage qui dit, un adage en Bariba. Oui. Décidément, hein. En tout cas, nous espérons que tout rentrera dans l'ordre. Est-ce que c'est le réseau GSM? Est-ce que c'est chez vous? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Ce serait Djinadou qui est là. Bonjour. Oui, bonjour, Parakou. À qui avons-nous l'honneur? Aziz Ogoudia. Ah, c'est Aziz qui est de retour. Je vous écoute. Pour ralentir ou bien pour éviter qu'il y ait un cas d'accident, oui. Et bien aussi à nos élus, aux maires des communes de la Liborie. Parce que qui peut quand même ériger certaines des barrières pendant et après à la sortie des écoles, là aussi ça peut encore aussi ralentir. Parce qu'en temps, il avait des barrières. Mais le gouvernement a installé ces barrières. Si bien que dans la Liborie aussi, quand vous voyez les gros camions, la voie inter-État qui mène de Manabé vers Gogou là, et là aussi, là, il y a beaucoup de difficultés. Si on peut quand même les autoriser pour utiliser des barrières le matin et à la sortie des classes, là, vous pouvez passer le cas d'accident mortel va diminuer. Parce que chaque année, nous avons ces cas-là et qui ne m'ont pas voir. Moi, parents d'élèves, et puis d'écoliers aussi. Parce que voir un enfant après, percuté par un véhicule, quand quelqu'un est content, que les enfants sont dans la priorité à bouche. La situation du côté qui passe un effort pour valider ces barrières. Donc, je n'ai à vous. Je remercie. Et je dis bravo à la passée du jour aussi, parce que j'ai entendu ça maintenant. Je suis égayé. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Bonne méditation à vous. 96 21 50 40. 96 21 50 40. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Garba qui revient au second tour. Ah, Garba, vous avez une chance terrible de l'autre côté de Kandi, et quand vous téléphonez, vous retrouvez vite la ligne et puis bon, tout se passe bien. C'est pas la même chose, même ici sur place à Parakou. C'est un système, monsieur le journaliste. Il faut comprendre. Donnez-nous le secret de ce système. D'accord, après monsieur le journaliste. D'accord, ça me fera plaisir. Je peux peut-être demander d'abord, parce qu'avant-hier, nous avons appris que la voie inter-État, où le gouvernement du départ avait un programme de réhabilitation de cette voie de Parakou à Mahangui. Et je crois que pour éviter peut-être ces accidents et que nous on puisse se sauver un peu, il faudrait quand même qu'à l'intérieur de chaque ville, surtout la ville phare de la Liborie, Kandi,
si ça peut être un double voie, ce serait une bonne chose. Là, ça va nous arranger. Et aussi, si on peut aussi profiter, avoir une voie de contournement et qui permettra de diminuer la circulation à l'intérieur du camp, ce serait une bonne chose. Donc, je profite de l'occasion pour demander au préfet de la Lebouri et au maire de la commune de Cambi de faire cette démarche-là à l'endroit du ministre Dr Alassane Seyidou pour qu'au moins on puisse obtenir cela. Ça va peut-être diminuer les accidents sur la voie inter-État à l'intérieur du Cambi. Donc, et aussi si la sécurité au niveau de la direction départementale, l'ANAT, peut nous aider pour qu'au moins on puisse sensibiliser au niveau des écoles primaires, secondaires et aussi maternelles et les enseignants à mieux connaître ce qu'on appelle la circulation et aussi au niveau de nos écoles et auto-écoles, ceux-là quand même qui les apprenants aussi, il faut les amener à comprendre aussi et qu'est-ce qu'on appelle la circulation, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et parfois aussi, monsieur le journaliste, il faudrait qu'on sache que quand vous êtes au niveau de votre priorité et que vous constatez que l'autre est en train de venir, il ne faudrait pas que vous insistez parce que vous avez le droit de passer. Arrêtez seulement et laissez-le passer parce que la vie ne se reprend pas deux fois. C'est vrai. Donc voilà ce que j'ai à dire aussi. Merci beaucoup. Merci, excellente journée à Candy. Six heures passées de 56 minutes dans tous nos studios, nous recevons le dernier appel sur Opinion avant le journal parlé de 7 heures. Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît, madame? Coupez votre poste au récepteur. Ça peut aller? Voilà pour la première fois ce matin, on devrait recevoir une dame, une maman qui certainement a des choses à dire, des choses pertinentes, assez pertinentes, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Est-ce que c'est elle qui est de retour? Bonjour. 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 Votre nom? Oui, c'est monsieur Dali à l'appareil. Oui, est-ce que vous pouvez couper le poste au récepteur à côté là? Ça crée un accrochage pas possible. D'accord. Pour la circulation, pour que ça diminue aussi l'accident, il faut que nos frères qui conduisent moto là aussi cessent à se chauffer les vendeurs le matin. Parce que quand le matin, ils prennent leur café rhum, ils n'ont plus la tête de rouler doucement. Les grands, les sages même, tu vas les voir s'ils ont pris le café rhum sur la village. En ce temps, ils ne s'en foutent des enfants qui sont en train de rouler dans la circulation. Parce que c'est ça souvent qui nous fait l'erreur là. D'accord, donc il faudrait tu que... vas voir de plupart des accidents, les écoliers, c'est les engins. Je crois que les personnes concernées sont à l'écoute. Merci. Ils doivent éviter de faire ça. C'est ça. Merci. Au moins, ils n'ont qu'à prendre un peu seulement pour que ça ne va pas. Ils doivent éviter de faire l'autre chose. C'est ça. Hein? C'est ça. Il ne dit pas son nom. Chaque matin, 6 heures de ça, les gens sont déjà dans les places de café rhum. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous. Oui. On reste un tout petit peu en musique, 2 minutes de musique juste avant le journal présenté par Samira Chabimane. Mesdames et messieurs, qui est déjà de l'autre côté de la baie vitrée, restez à l'écoute. Moi, c'est Prince Ernest avec Marwan Sabizengi à la partie technique.
Wakana buyombe okabuyombe se amuru kokene kimbuwa kusuti mbuwa wanari amusuba Radio Bénin mettant de Parakou dans 1 minute 7 heures dans tous nos studios à laquelle vous aurez le journal parlé avec Samirat qui est déjà avec moi en studio. Bien évidemment, ce matin encore, ce sera avec moi et cela jusqu'à vendredi. Hein. Ou bien. Vous n'avez pas le choix. Alors, vous avez vraiment aimé cette musique parce que je vous ai vu. Oui, c'est l'orchestre Kabadia. Il faut dire que... Ça veut dire quoi et quel est le message? Je pense que dans ce titre-là, on parle de la vie et on dit que celui qui connaît vraiment la vie ne devrait pas se moquer de son prochain. Ah, un très bon message, une très bonne leçon ce matin, juste avant le journal parlé. Merci à Marwan Sabizengi à la partie technique et merci à tous les auditeurs qui sont avec nous. Merci d'écouter Radio Parakou, il est 7h. Le journal. Info Matin, Samirat Chabi Mandé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin de l'information de ce mercredi 7 novembre, octobre du mois 2020. La Commission béninoise des droits de l'homme a remis son premier rapport au chef de l'État. La cérémonie de remise de ce document a eu lieu hier au palais de la présidence de la République. Comme l'exige la loi, le rapport fait état des droits de l'homme au Bénin au titre donc de l'année 2019. Le président de la CBDH, Isidore Clément Kapochichi, en a présenté la synthèse au président Patrice Talon en présence des ministres de la Justice et de l'Intérieur. Arinda Seko. En application des dispositions de la loi portant création de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, le président de la République a reçu officiellement le premier rapport annuel sur l'état des droits de l'homme au Bénin. Dans une présentation synthétique du contenu de ce rapport, Isidore Clément Kapochichi a félicité le gouvernement pour les progrès réalisés dans la protection et l'amélioration du respect des droits de l'homme malgré quelques difficultés. Dans le rapport annuel 2019 sur l'état des droits de l'homme au Bénin, des violations des droits de citoyens ont été constatées par nous-mêmes. Des progrès significatifs réalisés par votre gouvernement pour la jouissance des droits ont été mis en exergue pour vous encourager à poursuivre les efforts en vue du respect de la protection de ces droits. Et je me permets de les citer. Il s'agit des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels, des droits catégoriels. Et vous avez beaucoup fait pour les femmes, les enfants, les personnes souffrant d'handicap, les personnes âgées et aussi les détenus. Le Bénin est encore le seul pays francophone à ce jour à n'avoir plus de statut. Depuis 2007, le statut C n'étant plus considéré, nous ne pouvons pas prendre la parole, encore moins siéger au sein des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme. Or, il est de notre devoir d'être là où se prennent les décisions qui nous concernent, ce qui constituera un gage de légitimité et de crédibilité pour notre pays. Le président de la République, après avoir reçu le rapport, a pris l'engagement de tenir compte des recommandations contenues dans le document pour une meilleure protection des droits humains au Bénin.
Ce premier rapport est aussi le premier test de crédibilité de la Commission dans sa capacité à observer et rapporter sans la moindre influence notre pratique des droits humains. Certes, la Commission n'a pas vocation à se substituer à la Cour constitutionnelle et aux juridictions compétentes pour juger les violations des droits de nos citoyens, mais son rôle d'accompagnement de l'action gouvernementale dans les protections des droits humains pour l'appui constructif qu'elle peut apporter aussi bien aux citoyens qu'aux institutions de la République en vue de consolider nos acquis démocratiques est d'importance, Monsieur le Président. C'est l'occasion de rappeler à notre conscience commune que l'idéal de notre choix de la démocratie depuis l'historique conférence nationale de 1990 est bien l'instauration d'un état de droit respectueux de la loi et de la liberté individuelle comme un ressort fondamental du bien-être économique et social de nos concitoyens. Paradoxalement, l'élan démocratique et l'adhésion populaire se trouvent faussés par notre pratique quotidienne qui se traduit par une forme de galvaudage des principes, lequel aboutit malheureusement à une perversion du système. Il est clair qu'à vouloir persévérer dans cette voie, l'idéal démocratique ne sera jamais atteint. Le rôle de l'État dans un tel contexte n'est donc pas seulement d'amplifier les actions de développement, mais également d'assurer dans l'égalité le respect de la loi et de l'autorité de l'État. C'est dire que l'État ne saurait se complaire dans le laxisme, et bien au contraire, réprimer à bon escient ceux qui mettent à mal l'État de droit et les principes démocratiques, qu'ils soient civils ou en uniforme. C'est ce à quoi je reste déterminé. Le chef de l'État a également noté que la Commission béninoise des droits de l'homme est désormais un pilier de l'État de droit au Bénin. Henri Ndaseko sur la régionale de l'OETB. Parlons toujours justice. Voulant se conformer à la loi d'organisation judiciaire, le gouvernement a récemment procédé à la mise en place de 3 tribunaux de droit commun. Ils sont dans les villes de Komé, Dassa et Malanville. L'entreprise a été possible grâce à la formation et au déploiement de nouveaux magistrats et greffiers. Sévérin Maxime Kenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Cette loi prévoit pour l'ensemble du territoire national 25 tribunaux de première instance de deuxième classe, 3 tribunaux de première instance de première classe dans les villes à statut particulier et 3 cours d'appel, un peu comme régionales, c'est-à-dire une à Cotonou, une à Abomey et une 3e à Parakou. Aujourd'hui, nous avons 14 tribunaux de première instance de première classe et de deuxième classe en service. Komé, Dassa Zoumé et Malanville sont donc les 3 qui viennent s'ajouter aux lots existants. Avec la création des tribunaux de Komé de Malanville, l'accent est mis sur les zones frontalières. On écoute à nouveau Sévérin Maxime Kenom. La politique que nous faisons en ce moment consiste à installer des tribunaux frontaliers parce qu'il arrive que les conflits entre nos compatriotes ou avec d'autres étrangers le long de nos frontières soient exportés pour être jugés dans d'autres pays. Nous avons également comblé un vœu du législateur que la commune de Dassa est le seul chef-lieu de département qui n'a pas de tribunal. Nous allons donc installer, avec les mutations actuelles, un tribunal à Dassa et puis les tribunaux frontaliers de Komé qui va jusqu'à Ilakondi pour ce qui concerne sa compétence territoriale et le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville. Sévérin Maxime Kenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Les juges effectueront leur rentrée le 15 octobre prochain avec la reprise des activités de la Cour suprême, puis suivront les juridictions de fond. Les nouveaux tribunaux devraient donc être fonctionnels d'ici mi-novembre. Du soutien humanitaire au profit des sinistrés des inondations du Borgo et de l'Alibori, c'est un important lot de vivres et de non-vivres que l'organisation humanitaire Direct Aid met à la disposition des populations victimes des affres des eaux. La remise officielle du don s'est déroulée au siège de l'organisation à Candy. C'était en présence des autorités communales et départementales. Reportage Aziza Lagui. L'organisation humanitaire Direct Aid vient répondre aux cris de détresse de milliers de sinistrés des inondations dans le Borgo et l'Alibori.
Zinatou Alazi Osseni Saka, maire de Kandi. Deret Ed a attendu et compris l'appel des communes sinistrées de Kandi, de Malanville, de Karimama, de Sebana, de Gorgono, de Perere et de Tchaourou. Elle est venue les bras lourdement chargés. Je tiens à remercier au nom de tous les maires bénéficiaires et à mon nom personnel Deret Ed. 50 tonnes de riz, des milliers de boîtes de conserves et pâtes alimentaires, des balles de couvertures et moustiquaires, plus de 500 kits scolaires, des consommables médicaux et des paquets de feuilles de tôle. Le partenaire du gouvernement béninois, en collaboration avec l'Agence nationale de protection civile, a déboursé plus de 100 millions de francs. Radouane Boukanfroy, représentant résident de Direct Aid Bénin. Ces différents kits et matériels faciliteront et soulageront les douleurs de la population. Nous invitons vivement les populations bénéficiaires de ces biens à en faire une utilisation judicieuse. Les inondations sont une entrave aux nombreux efforts du gouvernement, a déclaré Mohamedou Moussa, préfet de la Libourie. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul Folero. C'est dans ce cadre que l'Organisation internationale Direct Aid vient en appui au gouvernement pour faire face aux besoins des populations vulnérables. Au nom du gouvernement et au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, j'exprime ma reconnaissance et ma gratitude à Direct Aid pour cette assistance humanitaire qui vient à point nommé. En plus de ce don, l'organisation coïtienne annonce 5 barques motorisées après une douzaine précédemment offertes l'année écoulée et celle en cours. Kandi, Aziz Alawé, Radio Bénin. Parlons éducation. Avant la page inter, l'année scolaire 2020-2021 démarrée depuis le 28 septembre dernier. Donc, le lycée des jeunes filles de Parakou a aussi ouvert ses portes. La rentrée y a bien commencé au grand bonheur des responsables de cet établissement. Le proviseur de cet établissement rêve de voir cette année couronnée de succès et déjà en appelle à la bonne collaboration des parents d'élèves. Boniface Kolawale Biao. Après 2 lunes tout entières, le lycée des jeunes filles de Parakou ouvre aussi ses portes. Les nouvelles pensionnaires dépaysées se remarquent en classe comme sur la cour, singleton, un peu perdu, tandis que les anciennes débordent d'une joie de retrouver leurs camarades. Pour un début de rentrée, tout semble en ordre et le proviseur voudrait que les parents l'aident à maintenir le cap. Nathalie Basilia Boko. Les filles sont rentrées le dimanche 27 dernier. Elles sont venues sans portable. C'est une bonne chose. On a fait les fouilles, on n'a pas trouvé de portable. Mais lorsque le temps commence à passer, on commence à remarquer que les filles commencent à utiliser de portable. Et on a remarqué que c'est à travers les visites des parents que les portables commencent à rentrer dans le lycée. Donc, ça là, je voudrais vraiment les inviter à m'aider dans ce sens pour que les filles, après, ne rentrent pas en possession de portables. Parce que lorsqu'elles commencent à utiliser les portables, ça commence à agir sur le rendement. Elles n'étudient plus. Et les mêmes parents vont commencer par se plaindre que les filles restent connectées de 23h à 4h du matin. La première responsable en charge de cet établissement est bien d'accord que les parents s'inquiètent de temps à autre des nouvelles de leurs enfants. Elle leur propose des moyens de le faire sûrement sans compromettre leur avenir. S'ils ont besoin de parler à leurs filles, qu'ils appellent l'administration. Et là, on peut leur passer leurs filles. Ou bien qu'ils s'approchent de nous pour s'enquérir de l'état de leurs filles. Parce que ce n'est pas interdit les visites. Après, ce qui se fait dans les salles de classe et autres, il faut que les filles apprennent correctement leurs leçons. Nous, à notre niveau, nous faisons ce que nous pouvons. Déjà à 20h, elles sont à l'étude jusqu'à 23h. Donc, on veille, on sillonne dans les groupes, par elles sont et tout ça là. Nathalie Basilia Boko Aïmavo veut aussi compter sur le soutien de ses parents en son temps afin d'organiser au profit des élèves du lycée des cours de renforcement.
Arwan Sabizengue, nous sommes hors du Bénin en Côte d'Ivoire. L'opposition dessine des horizons de report de l'élection. Les émissaires de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies ont poursuivi hier mardi la mission de diplomatie préventive à Abidjan. Après le président, donc après les ministres et institutions en charge des élections, ils se sont entretenus avec les candidats à la présidentielle du 31 octobre prochain, ainsi qu'avec les partis politiques, le RHDP de l'opposition qui rejette toujours la candidature d'Alassane Ouattara, qu'elle estime anticonstitutionnelle et qui réclame toujours une nouvelle CEI, un nouveau conseil constitutionnel, un audit de la liste électorale et le retour des exilés tels que Gbagbo et Soro en tête. En RDC, le coût exorbitant des derniers processus électoraux pointé par un rapport, le rapport général de la Commission électorale sur les derniers cycles électoraux, doit être examiné au cours de cette session parlementaire. La gestion du processus électoral par la CENI avait été très critiqué, tout comme les fonds alloués pour l'organiser. Que nous apprend donc ce rapport concrètement entre mai 2018 et avril 2019? Après l'élaboration du fichier électoral, la CENI a reçu plus d'un demi-milliard de francs pour organiser 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. Après, près de la moitié de cette somme aurait servi à l'acquisition du matériel dont les machines de vote tant décriées, plus de $100,000 ont été dépensés selon le rapport de la CENI. Le coût unitaire serait d'environ $1,600 par machine et ses bulletins. À la lecture du rapport, on ne sait pas combien de machines pourront être réutilisées pour les prochains scrutins. Le document informe aussi que l'organisation d'élections en décalé à Beni, Butumbo et Yumbi avait été facturé à plus de 35 millions de dollars supplémentaires à l'État. L'autre dépense qui alourdit le budget de plus de 27 milliards, c'est l'incendie d'un entrepôt de la CENI à Kinshasa. Au Soudan, après la signature des accords de paix avec certains groupes armés le week-end dernier, les négociations continuent avec les 2 importants mouvements rebelles qui n'étaient pas signataires du test. Il reste encore beaucoup à faire pour que Khartoum s'entende avec les 2 absents de Djouba, le mouvement d'Abdelaziz Al-Hilou et celui de Darfouri, Abdelwahid El-Nour. Le premier ministre Abdallah Hamdok l'a répété dimanche après la signature de l'accord de Djouba. L'une de ses tâches les plus importantes est désormais de trouver un terrain d'entente avec l'importante rébellion d'Abdelaziz Al-Hilou, avec qui les discussions sont déjà bien engagées, mais aussi avec celle de Darfouri, Abdelwahid El-Nour, toujours réfractaire. Nous allons finir en parlant de la présidentielle américaine. L'écart se creuse entre Trump et Biden. Et oui, même s'il assure sur Twitter avoir triomphé du virus, Donald Trump est contraint de demeurer en quarantaine à la Maison-Blanche et ne peut plus organiser de meeting qu'il affectionne tant. De son côté, Joe Biden sillonne le terrain. Le candidat démocrate longtemps raillé par le président pour les précautions qu'il a prises pour éviter la pandémie prend sa revanche et continue de distancer le président dans les sondages. Comment Joe Biden peut-il être en tête des sondages en
Pennsylvanie. Ce sont de fausses enquêtes. Je vais gagner cet État, c'est étranglé. Donc, Donald Trump, instituteur depuis la Maison-Blanche, dont il ne peut sortir. Le président démocrate avait dans cet État clé mardi 6 octobre, était donc dans cet État clé mardi 6 octobre dernier. Joe Biden ne s'en est pas pris directement au président, mais Donald Trump était clairement dans sa ligne de mire quand il a évoqué le coronavirus. Voilà donc qui vient mettre un thème à mon intervention de ce mercredi matin. Alors, je vous retourne l'antenne. Merci Sabirat Sabimane pour cette présentation. Eh bien, comme nous sommes en français, on peut se permettre quand même de dire Biden, sinon naturellement c'est Biden. Biden, je crois. Hein? Non, pour le moment, je pense que partout j'ai écouté ce nom, c'est Biden. Biden. Oui, voilà, Joe Biden. Merci et retrouvez-moi à partir de 9h pour le rendez-vous bulletin local. Le bulletin local. Je cède avec plaisir mon fauteuil à Ikileru Gunusero dans le strict respect des mesures barrières. Le sport, Maran Sabizengi. Les sports. Bonjour à vous, Ikileru Gounou Sero. Bonjour à vous, Prince Enes Agbota alias Mazembe. Merci. Sur le sport, je suis Mazembe. Mercato, nous allons en parler. Oui. Désiré Essegbe Azampo, l'international béninois, rejoint la France et s'engage avec Villefranche FC. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les fans de Désiré Essegbe Azampo et pour lui qui a envie aussi de retrouver l'équipe nationale, lui qui est resté sans club. La crise sanitaire liée au coronavirus n'a pas empêché l'ancien joueur du FC Metz, Désiré Essegbe Azampo, de s'engager avec FC Villefranche, vous l'avez dit, un club de national en France, l'équivalent de la 3e division, en provenance bien sûr de Oldham Athletic en Ligue 2, la 4e division anglaise. L'international béninois signe un contrat d'une saison avec l'actuel club, classé 16e de la nationale avec 6 points. Le joueur formé au centre de formation Génération Foot de Dakar au Sénégal, bien sûr, où il a évolué aux côtés de Sadio Mané, Diafra Sako, Mayaro Ndoye et Abdallah Ndour, affirme être séduit par le projet du club. Ce qu'il a fait savoir, bien sûr, l'écureuil âgé de 27 ans qui était du groupe de 23 joueurs ayant représenté le Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations. Pour rappel, Désiré Essegbe Azampo fut appelé pour la première fois en équipe nationale par Didier Olé-Nicole en 2014 à l'occasion, bien sûr, des matchs de qualification de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Ensuite, Amical Bénin-Gabon, deuxième séance d'entraînement pour les écureuils hier. Effectivement, en prélude à la rencontre amicale du 11 octobre prochain à Lisbonne contre les Panthères du Gabon, les écureuils du Bénin ont effectué leur deuxième séance d'entraînement dans l'après-midi d'hier mardi à Chantilly. C'est bien sûr dans l'Hexagone. Emmanuel Imoro, Seydou Barazé, Steve Mounier et Maman Seybou ayant joué dimanche dernier avec leurs clubs respectifs en championnat ont continué leur préparation avec l'ostéopathe Cédric Zerbib. Quant au reste du groupe, le groupe s'est entraîné sur la moitié de la pelouse avec deux équipes qui se sont affrontées. Toutefois, personne n'est à l'infirmerie. Et selon le team média officiel des écureuils du Bénin, un regroupement actuellement bien sûr à Chantilly en France, Hugues Zissounou, notre collègue, Anan Tidjani et Marcelin Koupo n'ont toujours pas obtenu le visa français pour rejoindre le groupe à Chantilly. Les écureuils ont entamé, je l'ai bien sûr dit, leur stage de préparation en vue du match amical international face au Panthères du Gabon le 11 octobre prochain à Lisbonne, au Portugal. Vivement que la situation soit réglée pour que ces deux joueurs, tant aimés bien sûr par le public béninois, bien sûr, rejoignent le reste du groupe. Et il faut dire que dans le cadre bien sûr de ces matchs FIFA, il y a un match aujourd'hui, le Cap-Vert a rendez-vous avec Andorre. Aujourd'hui, la Zambie de son côté joue le Malawi. Voilà ce qu'il faut noter de ces matchs amicaux.
Les Buffles du Borgou, nous sommes à la maison, ont repris hier aussi les entraînements. Oui, les Buffles du Borgou, comme vous le savez, champions du Bénin en titre et représentants du Bénin à la prochaine Ligue des champions de la Confédération africaine de football, ont démarré officiellement leur préparation. C'était bien sûr hier au stade municipal de Parakou. C'est la première séance d'entraînement d'ailleurs officielle pour sur cette pelouse depuis la fermeture des enceintes sportives, depuis l'apparition de la Covid-19. C'est une mesure exceptionnelle accordée aux Buffles par l'Office de gestion des stades du Bénin. Vous le savez, le championnat n'est pas allé à son terme pour cause de coronavirus et la fédération a décidé donc de reconduire les clubs ayant représenté le Bénin l'année dernière aux compétitions africaines. C'est pour cela que les Buffles du Borgou vont représenter le Bénin à la Ligue des champions CAF et ESAE à la Coupe de la Confédération. Pour permettre à ce club ou à ces clubs de mieux se préparer, une mesure exceptionnelle a été prise pour leur permettre de commencer par s'entraîner au stade municipal de Parakou. Pas que les stades sont rouverts, non, c'est pour permettre aux Buffles du Borgou et aux représentants béninois de mieux se préparer, de mieux s'aguerrir, être en jambes, histoire d'affronter, bien sûr, de bien représenter le Bénin à la prochaine compétition africaine qu'est la Ligue des champions. Voilà ce qu'il faut noter de l'actualité sportive ce matin. Les sports reviennent tout à l'heure à partir de 13h dans la grande édition du journal Palais avec Patrick Ayadji. Nous sommes impatients d'avoir les autres infos sportives à 13h comme vous avez su annoncer tout à l'heure. Je suis content. Et patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Tout à fait. Bonne méditation à vous aussi. Merci à vous et le dépositaire de Ocom Occultisme. Merci. Tout-puissant Mazembe. Merci Mazembe et on se retrouve donc incessamment. Demain, Mesdames et messieurs, le journal se poursuit et cette fois-ci, nous sommes sur la rubrique Grand Format. Le grand format de ce matin est une signature de Aziz Alagbe. Aziz Alagbe qui a été très matinal parce qu'il est de l'autre côté de la Liborie, très matinal en nous envoyant ce grand format. Eh bien, le département de la Liborie, sous l'emprise des eaux, l'intensité et la fréquence élevée des précipitations de la saison en cours font sortir les fleuves de leur lit. Conséquence, les terres fermes et tout ce qui s'y trouve sont submergés par le surplus d'eau. Plusieurs régions de ce département sont déclarées à risque. Aziz Alagbe, à travers ce magazine, nous fait un état des lieux passager de cette situation que traverse la Liborie. Suivez plutôt. Tel un déluge, les terres fermes de la Liborie sont en grande partie envahies par les eaux, de rudes torrents qui défient les maigres obstacles naturels et artificiels. Les habitations, les cultures, les écoles et les lieux de culte, rien n'échappe à la furie des eaux. Seydou Bari Tidjani, maire de Gorgounou. Gorgounou compte par centaines de victimes du dérèglement climatique qui se traduit par de vents violents suivis des pluies diluviennes en cette saison particulièrement rude. Désemparés, devenus subitement sans abri, frappés de plein fouet par la pénurie de vivres, en un moment où le peu de cultures porteuses d'espoir est emporté par les eaux pluviales, soit au total 305 hectares de maïs, 149 hectares de coton, 2,25 hectares de riz, 3,25 hectares de soja et 67,5 hectares de sorgho. Outre les 528,25 hectares de cultures emportés, actuellement nous enregistrons sur toute la commune environ 240 bâtiments écroulés et près de 1200 personnes sans abri. 631 personnes ont perdu leur culture. La liste des dégâts causés par les eaux est loin d'être exhaustive. Zinatou Alazi Osenisaka, maire de Kandi. Dans ma commune, on dénombre 18 écoles primaires et 2 collèges inondés. Plus de 1287 habitats écroulés. 3861 personnes sans abri. 567 sacs d'engrais mouillés et plusieurs tonnes de vivres détruites. À cette liste s'ajoute une dizaine de morts du fait des inondations et des écroulements. À Malanville, des villages frôlent le pire, nous notifie le maire Gado Guidami. Il y a, disons, plus de 8000 foyers
c'est-à-dire 8000 ménages qui sont détruits. Il y a plus de 5000 hectares de cultures détruites et il y a aujourd'hui plus de 56 000 habitants sans abri. Karimama enregistre le pire bilan des inondations et de surcroît reste coupé du reste du monde. L'école dans cette région se trouve bien affectée. Biotogu Gounouzime, le directeur départemental des enseignements maternels et primaires de la Liborie, nous en donne un aperçu. Parmi les 3 régions pédagogiques, il y a une région, la région numéro 2, qui est frappée par l'inondation de certaines écoles, précisément à Karimama et Mananville. Les écoles inondées sont plus nombreuses à Karimama qu'à Mananville. Et ces écoles inondées ne pourront pas reprendre les cours à cause des eaux qui occupent entièrement les salles de classe. L'ampleur des inondations a fait même que certaines localités, il y a certains villages qui sont véritablement atteints, ces villages-là, au point où les cases sont toutes tombées et la population est obligée de se loger dans nos salles de classe. C'est le cas de Maligungun, dans la commune de Karimama. Au niveau de Mananville, il y a Kochi. Face à un tel désastre, la solidarité nationale et internationale ne se fait pas prier. Mohamedou Moussa, président de la plateforme départementale de prévention des risques et catastrophes. Ces inondations sabotent gravement les nombreux efforts faits par le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers pour développer l'économie nationale et réduire la pauvreté. Face aux inondations de cette année, le gouvernement du président Patrice Talon a promptement réagi en allant au secours des sinistrés par des assistances humanitaires et des soutiens psychologiques. Dans le souci de soulager les sinistrés de leurs souffrances, le gouvernement a non seulement mis en place cette année un fonds d'urgence pour la réduction des risques de catastrophes, mais il vient aussi de créer le Fonds national de réponse aux catastrophes, FONCAT. Les organisations non gouvernementales joueront à tour de rôle leur partition. C'est le cas de Direct Aid, une organisation humanitaire qui débloque plus de 100 millions de francs pour venir en appui aux sinistrés du Borgou et de la Liborie, en vivre et non vivre. L'ampleur de la situation ne laisse personne indifférent. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, très tôt engage une tournée régionale pour constater des mesures à moyen et à long terme sont annoncées. 7 heures passées de 31 minutes à Kandi. Merci à vous, Aziz Alagwe. Le journal où Nasouba se poursuit. Marwan Sabizengi est à la partie technique. Prince Ernest en direct avec vous. Nous vous remercions de toujours nous accompagner. Juste une transition musicale et on rejoint les amis. Les amis de Ça se discute. J'ai aujourd'hui Mohamed Baniero et Nouroudine Safara en direct pour, bien entendu, vous parler de certaines questions d'actualité, bien entendu des questions assez importantes, très intéressantes d'ailleurs. Comment peut-on éviter ou tout au moins limiter les cas d'accidents de circulation qui endeuillent et meurtrissent des familles, des élèves et des écoliers chaque année dans nos différentes villes au Bénin? Quel intérêt les populations à la base ont-elles à s'intéresser à l'actualisation de la LEPI? Les réseaux GSM continuent-ils de nous servir effectivement ou nous grugent-ils avec leurs services défavorisants, perte et vol de crédit ou d'unités tous les jours? Voilà, j'aurai mes invités tout à l'heure en attendant une transition musicale et nous sommes toujours avec l'orchestre Kabadia de la Libre.
dunia be asuboro haru atinka darwa e kan chinko chiwane holo wakana buyombe okabuyombe se amuru kokene kimbuwa kusuti mbuwa wanari amusuba Hano kita beno talka no fiso yosi wanari mbaka sinete o kabaka sinete katere fafa boro wasuru o nasubano andunia seni Sur Nasuba, ça se discute aussi, indépendamment de la musique, bien entendu, que vous avez aimé, mesdames et messieurs. On en était là avec l'orchestre Kabadia. Et puis, nous avons déjà rejoint Nouroudine Safara, qui est ici journaliste à l'ORTB Parakou, sans oublier Mohamed Baniero, également journaliste à l'ORTB Parakou. Eh bien, avec eux, nous allons discuter de certaines questions importante. Comment peut-on éviter ou limiter les cas d'accident de circulation? Mohamed Baniero, vous êtes journaliste et en même temps vous êtes parent d'élèves. Dites-nous comment peut-on éviter les accidents ou limiter les cas d'accident de circulation pendant la rentrée scolaire qui est déjà là? Eh bien, merci beaucoup, Prince Ernest Agbota. Je vous salue. Je salue également toute l'équipe technique, sans oublier Nouroudine Safara qui est en ligne, de même que nos auditeurs qui nous suivent ce matin. C'est vrai, le sujet que vous avez évoqué est un sujet préoccupant parce que c'est une situation qui cause assez de désagréments. Il y a des situations où on enregistre des cas d'accidents mortels. Et là, c'est toute une famille qui est endeuillée, toute une famille qui perd donc un de ses membres. Et j'avoue que en cette période de rentrée des classes, il y a des heures de pointe où, à des endroits stratégiques, la situation est très compliquée, surtout en matière de circulation. Au niveau des écoles, au niveau des établissements d'enseignement publics et privés, que ce soit les collèges, le privé ou les universités, vous voyez ça grouille de monde. À ce niveau, les jeunes, les enfants sont pressés d'aller à l'école ou de sortir des classes, de regagner les maisons. Mais malheureusement, c'est en ce moment que certains indélicats, des imprudents, prennent d'assaut les rues avec des voitures ou avec à moto pour pouvoir créer des dommages aux gens. Parce que l'excès de vitesse dans des conditions que vous connaissez très bien avec un véhicule ou une moto branlante, donc c'est un peu difficile. Ils n'arrivent pas à cerner la circulation alors que le code est clair là-dessus. Dès lors que vous voyez un usager de la route mettre le pied
sur la voie, vous avez l'obligation de ralentir et de lui céder le passage. Mais, toutes mes excuses, mais oui, malheureusement, ce n'est pas le cas. On ne respecte pas les feux, encore moins le code. Sinon, par ces temps-ci, j'avoue que c'est une situation préoccupante. Et c'est même à cet effet que le maire de la ville de Parakou a passé un communiqué sur nos antennes, sur plusieurs antennes des radios de la place, pour demander aux uns et aux autres, notamment les usagers qui sont à moto ou en voiture, d'être suffisamment prudents pour nous mettre à l'abri de ces situations très, très désagréables. Vous conseillez donc la prudence et le respect du code de la route, tout simplement. Nouroudine Safara, alors vous êtes aussi journaliste et père de famille. Alors, vous avez une recette contre ce phénomène qui est toujours d'actualité à Parakou pendant la rentrée scolaire? Ma recette, Ernest Agota, bonjour à tous et bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bonjour à Mohamed Baniero. Ma recette, c'est déjà que autour des établissements, il y a des dispositifs qui sont installés. C'est vrai que ce ne sont pas tous les établissements, mais la plupart des établissements ont fait l'effort de mettre les chicanes. Ma recette, c'est déjà que quand vous vous approchez d'un établissement, vous êtes un usager, vous êtes à vélo ou à moto ou alors dans une voiture, dès que vous vous approchez déjà d'un établissement, il faut faire l'effort de ralentir. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis le frein à une moto ou à un véhicule. C'est pour que, on sache qu'à des moments donnés, on doit pouvoir freiner. Mais j'ai l'impression qu'il y a certains usagers qui ne savent pas, qui ne connaissent pas en tout cas le rôle du frein sur leur engin ou dans leur véhicule. Il y a cet aspect. L'autre aspect en agglomération déjà, c'est qu'il y a déjà une vitesse limite qu'on ne devait pas pouvoir dépasser. Mais j'ai l'impression également qu'il y a certains usagers de la route dans nos localités qui pensent que, cette vitesse limite-là, ils ont mis ça pour d'autres, mais pas pour eux. Et donc, si déjà vous respectez la vitesse limite qu'il faut avoir, qu'il faut déjà utiliser en agglomération, et ensuite quand vous vous approchez d'un établissement, que ce soit à l'heure de pointe ou pas, parce qu'on ne sait jamais à quel moment un enfant est sorti et qui va devoir revenir dans la classe en courant, on n'en sait rien. Donc déjà, il faut aller doucement. C'est la vitesse qui nous crée des problèmes, parce que j'ai été témoin d'un fait, je ne sais pas qu'est-ce qui pousse les gens à aller aussi vite en ville. Vous n'êtes pas une ambulance, vous n'êtes pas médecin que je sache pour aller soigner un malade qui est en train de mourir à l'hôpital. Je ne sais pas qu'est-ce qui pique les gens et ils sont toujours en train d'être pressés, même quand il est midi ou c'est l'heure vraiment de pointe et il faut faire attention. Donc je crois que si nous tous, nous respectons déjà les règles du code de la route qui nous imposent une certaine vitesse en agglomération et que quand on s'approche d'un établissement, on doit faire beaucoup plus attention, je pense qu'on devait pouvoir éviter ces accidents. Donc c'est ce qui nous a souvent manqué, c'est-à-dire la courtoisie et le respect des autres, le respect des normes. Si nous tous, nous essayons ça, je pense qu'on devait pouvoir éviter les accidents. Si vous avez un enfant et que en traversant la route dans l'environnement de son établissement, et il a été percuté par quelqu'un, on ne sait pas qu'est-ce qui les pousse ou bien qu'est-ce qu'ils boivent avant de se mettre en route, vous comprenez que ce n'est pas bien la circulation et la vitesse dans nos villes. Et comme l'a dit un auditeur ce matin sur Opinion, c'est l'autre chose, ils prennent. Mais c'est bien préjudiciable pour les enfants, pour les usagers de la route. On ne devait pas consommer des stupéfiants et se mettre sur la route. Je vais vous dire pourquoi. Sur la route, une seule seconde d'inattention, ça veut dire qu'il y a mort d'homme. Vraiment. Et donc, on ne devait pas être dans un état second pour se mettre sur une route. Parce que c'est très dangereux déjà. Même quand vous êtes, disons, lucide, vous devez faire 2 fois attention. Donc, c'est même grave de se mettre dans un état second et d'être sur la route. Merci beaucoup. Restez toujours avec nous parce que nous avons d'autres sujets tels que le sujet lié au GSM, des pertes inexpliquées de crédit. D'autres même taxent ça
taxe ça de vol, je ne comprends pas, au point où les populations se demandent aujourd'hui si les GSM continuent de nous servir réellement ou ils continuent de nous servir ou nous grugent-ils? Voilà la question qui est posée sur, et ça se discute. Et Mohamed Baniero, même, on doit savoir de quoi il s'agit, parce que hier, je l'ai vu, ou je l'ai entendu se plaindre. Depuis 4 jours, je n'arrive pas à faire un transfert, et quand je prends des crédits, je n'arrive pas à en jouir, et puis bon, etc. Mohamed Baniero. Oui, Prince Ernest Agota, c'est vrai que c'est vous qui avez la police des débats, mais permettez-moi de revenir sur notre sujet. Vous avez encore des choses à dire. Oui, parce qu'il y a un aspect qu'on est en train d'occulter qui est très important. Oui, je vous le permets. Ces parents qui transportent les tout petits ou bien qui confient les enfants qui les transportent un effectif pléthorique sur une moto. Imaginez-vous quelqu'un qui transporte 3, 4, 5, voire 6 enfants sur une moto pour les amener à l'école et qui fait une vitesse de mort. Vous voyez, dans des situations comme ça, il faut aussi attirer l'attention des autorités pour que les dispositions soient prises afin que ces contrevenants soient véritablement sanctionnés. Là aussi, c'est un autre cas. D'accord. C'est un autre phénomène. On doit éviter le rallye. Véritablement au sérieux. On doit éviter le rallye avec le trop-plein aussi. Ouvrir encore cette parenthèse-là avec votre permission, évidemment. Merci. Et donc, pour en revenir à la situation des GSM, bon, là, on ne saurait quoi dire. Pourquoi? Parce que nous allons nous plaindre, mais il faut forcément les instances qui sont là pour pouvoir régulariser la situation. Sinon, on en aura le bol. On en aura le bol parce que, imaginez-vous, moi, je mets un forfait de 2000 francs pour faire Internet. Et 30 minutes après, je commence à recevoir des messages qui me disent « Cher abonné, vous avez atteint 50%. » Et 30 secondes après, on me dit vous avez atteint 75%. Vous êtes à 95%, votre forfait est terminé. À l'instant T où j'étais sur place, à qui me plaindre? Et dès que vous allez acheter, il y a d'autres villages qui vous disent mais c'est du vent, on nous vend. On nous vend du vent. Donc, vous voyez un peu ce que ça donne. C'est un peu difficile. Et je ne sais pas, les gens jouent sur la psychologie des citoyens et sur la psychologie également des autorités. Lorsqu'il y a accalmie, on a l'impression que tout est calme, on essaie de jouer, on essaie de frapper fort pour pouvoir avoir le revenu. Donc c'est à ce niveau que le jeu se fait avec nos GSM. Il n'y a pas à dire c'est tel réseau, c'est tel réseau. Tous ces réseaux, c'est pas pour rien, ils sont riches. C'est pas pour rien, ils sont vraiment détenteurs de pouvoir financier. Donc c'est parce que à ce niveau, ils jouent le jeu et ça leur marche très bien. Qui de nous aujourd'hui pourrait se passer de son téléphone? Quelles que soient les situations que nous vivons, qui? C'est pas possible. Donc, c'est au vu de cela qu'ils se permettent le luxe et le malin plaisir de nous gruger à ces points-là. Alors, vous proposez quoi et quelles recommandations de votre part, Mohamed Baniero? En termes de recommandations, c'est de demander à ces propriétaires de GSM de pouvoir vraiment prendre conscience et d'arrêter d'escroquer les gens. Et maintenant, en amont, en aval, je voudrais demander à nos autorités d'être vraiment vigilantes. Il y a une autorité de régulation qui s'en occupe. Donc, à ce niveau, il va falloir que les gens fassent un effort, que ce soit de façon hebdomadaire, qu'on puisse suivre, qu'on mette en place un système qui permet de détecter la fraude qu'ils sont en train d'organiser et de les contraindre à restituer tout ce qu'ils nous ont pris comme forfait, comme crédit ou je ne sais quoi. Sinon, c'est bien dommage, dira aussi Nouroudine Safara, qui est toujours en ligne. Ernest Agota, c'est dommage pour une raison. Vous savez, vous êtes fournisseur d'accès à Internet. Je veux accéder à Internet parce que je paye pour la prestation. Mais il se fait même que je n'ai même pas parfois l'Internet lui-même. Quand c'est le courant qui est parti, tout le monde crie SBE, SBE. Et puis on appelle même dans les grognes, on se plaint. Mais l'impression que j'ai, c'est que les gens ne se plaignent même pas quand il n'y a pas accès à Internet. En tout cas, les Béninois, leurs voix ne se font pas entendre. Moi, je n'entends pas, par exemple, dans les grognes, les Béninois se plaignent de ce alors qu'on subit le phénomène tous les jours, tous les jours. Surtout ces derniers temps. On n'a pas accès à Internet, ou alors quand on y a accès, on n'a pas suffisamment la bande qu'il faut pour pouvoir naviguer correctement.
Ensuite, quand on a la chance d'avoir la bande qu'il faut, c'est que quelques secondes après, on nous dit que le forfait est terminé. Donc, il y a quand même un problème à ce niveau et il faut que les Béninois sachent comment on fait les revendications, comment on fait les réclamations. Parce que si on ne s'organise pas, nous, les consommateurs, pour essayer de voir comment nous obligeons ceux qui nous servent à nous servir les produits de bonne qualité, eh bien, on va consommer n'importe quoi. Naturellement. Donc, c'est à nous de nous organiser. Il y a bien une association des consommateurs, mais qui ne nous... En tout cas, je n'ai pas l'impression que cette association nous aide à essayer de voir de façon très claire comment est-ce que la qualité du service est faite au niveau de l'accès à Internet, de la fourniture d'Internet. Avant, on se plaignait pour les crédits, mais je pense que maintenant, c'est mieux parce qu'il y a eu à un moment donné des plaintes et les gens se sont ressaisis. Ils ont trouvé les formules pour que la consommation soit normale et que tout le monde puisse, disons, communiquer de façon à ne pas, en tout cas, finir son budget avant même la fin du mois. Aujourd'hui, c'est Internet qui pose problème. Déjà, on n'a pas accès correctement et quand on a accès, la qualité douteuse, elle pose problème. Et si on a extraordinairement la chance d'avoir Internet de bonne qualité, c'est que le souci qu'il y a, c'est qu'on est grugé. On a l'impression, en tout cas, qu'on est grugé. Et il faut bien que les autorités qui s'occupent donc de ces secteurs, c'est-à-dire l'ARCEP, jouent véritablement parce que c'est aussi ça le problème. Nous avons aussi les associations des consommateurs, les associations de défense des consommateurs, des droits. Voilà. Il y a cette association, mais il y a également une représentation de l'État qui suit et qui surveille cette structure-là, qui nous permettent d'accéder à Internet. Donc, et puis je pense même que c'est la structure de l'État qui peut même forcer la main, parce que l'association des consommateurs pourrait se plaindre, mais celui qui va forcer la main aux opérateurs GSM, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, c'est eux qui nous permettent d'accéder à Internet, celui qui pourrait leur forcer la main et qui pourrait leur demander des comptes et les obliger à offrir un service de qualité à moindre coût. Naturellement. Parce que tous les citoyens, aujourd'hui, comme Mohamed Baniero l'a dit, c'est devenu une nécessité. On ne navigue pas sur Internet par luxe. J'ai envie de communiquer avec un parent qui est loin, qui a peut-être besoin de moi. Et donc, l'accès à Internet nous permet de régler ce problème. Merci. L'accès à Internet permet de régler beaucoup d'autres problèmes. Et donc, ce n'est plus un luxe. Il faut que l'autorité en charge de régulation des télécommunications au Bénin et les associations de défense des droits des consommateurs fassent donc quelque chose pour que les populations soient satisfaites des services des GSM, en un mot. Merci. Voilà. Un autre sujet, Mohamed Baniero. Il y a un petit complément qu'il faille faire dans ce sens-là. Très rapidement. Il va falloir que l'État pense véritablement à faire la promotion des nationaux dans ce domaine. On a vu Bel Bénin qui est parti, on a vu Libercom qui est parti. Donc, si c'était des réseaux nationaux, j'avoue qu'on n'en serait pas là. D'accord. Parce que les Béninois, ils doivent pouvoir faire en sorte que les Béninois se sentent à l'aise. Par contre, je ne dirais pas que ce sont les étrangers qui sont en train de nous gruger. Non, ils ont eu la puissance financière et donc ils dominent tout le monde. Aujourd'hui, les entreprises nationales qui faisaient la promotion des Béninois, qui utilisaient les Béninois, qui permettaient de résorber un temps soit peu le chômage, ces entreprises-là sont parties. Si on pouvait ramener Libercom, on pouvait ramener Bel Bénin, j'avoue que ça pourrait nous aider parce que la concurrence allait véritablement s'installer. Et on va voir qui fait quoi. Ça se discute toujours sur Nassouba. Eh bien, quel intérêt les populations ont-elles à s'intéresser à l'actualisation de la LEPI, la liste électorale permanente informatisée aujourd'hui qui est en train d'être transformée et qui tend vers la LEI, Mohamed Baniero? Oui, Prince Ernest Agbota, l'intérêt est immense parce que la liste électorale permanente informatisée est un document d'intérêt pour tout citoyen béninois. Vous savez, c'est un processus qui est en cours dans notre pays depuis un certain nombre d'années. Et donc, l'actualisation de la LEPI consiste à épurer de cette liste-là les personnes décédées
les personnes qui éventuellement voudraient changer de lieu, c'est-à-dire pour aller voter à tel endroit au lieu d'être ici pour raison d'affectation, enfin pour une quelconque raison, j'avoue qu'il va falloir que les gens puissent attacher d'intérêt pour ne pas subir de désagréments comme on le constate à des moments donnés. C'est le jour du vote, on commence à courir, j'aurais souhaité que ça soit ci, j'aurais souhaité que ça soit ça. Et nous-mêmes, dans le travail que nous faisons, dans le travail de sensibilisation et de communication que nous faisons, les gens ne nous écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Dès que vous parlez, ils banalisent, ils disent non, de report en report, non, c'est 2 jours, non, c'est 2 semaines, non. Je vais attendre tel jour avant d'aller. Or, parfois... Ici, il n'y a pas de procrastination. Si vous cultivez la procrastination, la remise à demain n'avantage pas. Alors, Dine Safara... on rencontre malheur en chemin. Voilà. Dine, est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à cette question? Quel intérêt les populations ont-elles à s'intéresser à l'actualisation, à la question d'actualisation de la LEPI qui tend vers la LEI? En fait, le premier intérêt, c'est que nous avons tous intérêt à être ceux qui choisissent, ceux qui nous dirigent. C'est important parce que si vous laissez les autres choisir, ils choisiront peut-être ceux qui ne vont pas pouvoir mieux diriger. Et si vous avez été parmi ceux qui font le choix, peut-être que votre voix ferait la différence et on aurait le bon qui va nous diriger. Et donc, quand vous êtes sur la LEPI, c'est ça le ticket pour pouvoir aller au vote, pour pouvoir choisir ceux qui vont nous diriger. Et donc, c'est déjà un devoir pour un citoyen d'être et également un droit. Un devoir parce que vous êtes tenu de participer donc aux élections puisque c'est un acte citoyen. Et ensuite, c'est un droit parce qu'il y a des milieux ou alors des conditions où on vous prive du droit de vote. Puisque c'est aussi un droit, on vous prive de ce droit. Et quand on prive ce droit à une personne, je peux vous assurer que ça lui crée beaucoup de désagréments, ça lui crée beaucoup de soucis. Alors, et là, vous souhaitez quoi? Vous souhaitez quoi pour les populations? Vous leur conseillez quoi? C'est déjà de s'intéresser à l'affichage, de s'assurer que son nom se trouve sur la liste, de s'assurer que le lieu où on souhaiterait le moment venu voter, qu'on puisse donc, disons, choisir ce lieu et donner donc ces informations nécessaires aux personnes chargées donc de l'actualisation. C'est très important parce que si vous avez été, disons, enregistré à Kandi et qu'entre-temps, vos activités professionnelles vous ont conduit à Parakou, s'il vous plaît, il est de votre devoir déjà de faire ce transfert-là, en tout cas de donner les informations qu'il faut pour qu'on vous déplace et qu'on vous change de lieu de vote. Autrement, ça va poser des problèmes le moment du vote et ce n'est pas toujours bien que d'autres personnes choisissent ceux qui vont vous diriger à vous, votre place. Merci Nouroudine Safara. Je vous retrouve certainement encore en cours de semaine pour un autre rendez-vous de Nassouba où de ça se discute. Mohamed Baniero, votre mot de la fin et on clôture Nassouba. Merci beaucoup. Pour clôturer, je voudrais remercier les auditeurs qui chaque fois nous renouvellent leur confiance. Et mon vœu le plus cher, c'est qu'ils puissent mettre en application tout ce que nous donnons comme conseil sur nos antennes. Sinon, ce serait peine perdue. Merci beaucoup. Merci à vous. Patience et longueur de temps font plus que force, ni que rage. Bonne méditation à tout un chacun de vous. Je vous rappelle que ce mercredi 7 octobre de l'an 2020, il fait 23 degrés Celsius ce matin à Parakou. Le ciel est partiellement couvert. Risque de pluie donc pour ceux qui vont sortir. Ils n'ont qu'à se munir de quoi se protéger contre la pluie. En conséquence, nous avons à Kandi, ciel partiellement couvert, température maximale 33 degrés. Ce matin, c'est 23 degrés aussi avec des risques de pluie. Natitengu, orage isolé par endroit. Donc, maximal en matière de température, c'est 31 degrés Celsius, minimal 22 degrés Celsius. Boycon, 30 degrés Celsius, orage épars.
maximale 30 degrés Celsius et puis minimale en matière de température, c'est 23 degrés Celsius. À Cotonou, il fait 28 degrés Celsius ce matin et je vous apprends qu'il y aura aussi là-bas des orages épars. C'est la fin de cette émission et avec Marouane Sabi-Zengui à la partie technique. Nous avons également à la partie informatique Herman Agbotonou avec Prince Ernest Agbota à la coordination. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Nasuba, Nasuba, Nasuba. Bonjour, bonjour. Yeah, welcome to the Nasuba. Welcome to Nasuba, le tremplin de l'actualité sur Radio Parakou. Nasuba, le package matinal.